Bonsoir. Le web. Le web, sujet de notre 6e webinaire SNT. Je rappelle que le webinaire SNT est essentiellement dédié aux collègues du secondaire qui vont commencer à enseigner en seconde dans quelques semaines, mais il est ouvert à toute personne qui est intéressée par les sujets. On en a eu 5, les 5 premiers sont encore visibles sur la toile. D'ici peu, Bastien va refaire un habillage pour que justement on puisse y accéder encore mieux, pour pouvoir regarder, trouver tel ou tel élément dans les slides, dans les vidéos. Donc aujourd'hui le web, comme les autres fois, un exposé suivi par ensuite un débat. L'exposé, c'est Julien Pierre que j'ai à côté de moi. Bonsoir Julien, professeur à Audencia Business School à Nantes, et qui va donc pendant les 40 prochaines minutes vous expliquer un certain nombre de choses qui seraient utiles, intéressantes, qu'un enseignant de seconde puisse avoir envie de transmettre à ses élèves. Julien, c'est à toi. Merci. On va s'installer comme ça. Alors, je préparais effectivement pour l'occasion quelques diapositives. Voilà. Alors, l'objectif, quand j'ai discuté avec l'équipe sur la préparation de cette présentation, et vu le cahier des charges qu'il y avait effectivement dans les enseignements contenus dans le programme SNT, on était sur une entrée assez technique. Donc je vais coller un petit peu, on va dire, à ce brief de départ, à ce cahier des charges, et puis on va voir que petit à petit, au fur et à mesure qu'on va découvrir effectivement le fonctionnement du web, on va avoir derrière des questions en termes de gouvernance ou de régulation ou d'usages sociaux ou de modèles économiques qui vont se poser. Je reste là pour l'instant sur la présentation uniquement sur un vocabulaire technique pour comprendre effectivement comment ça fonctionne, et à partir de ce fonctionnement, on verra qu'on aura aussi des questions sociétales, politiques, économiques qui vont apparaître, et on laisse ça pour la table ronde qui suit. Alors, vous avez déjà eu une vidéo normalement sur Internet, donc juste toute petite précision par rapport à ça. La différence souvent qu'on fait entre le web et Internet, c'est une différence qui doit être faite. Elle est pas systématique, en tout cas dans la pensée, dans les connaissances. Le web est un des sous-réseaux d'Internet. Internet, c'est l'agrégation de différents réseaux. Alors c'est principalement avec des protocoles, on va dire. Les protocoles, ce sont des règles de politesse qui vont être standardisé, établi entre, là en l'occurrence, des machines, par exemple. Donc un protocole, ça va être les règles du jeu que vont devoir suivre les machines quand elles veulent échanger entre elles. Donc on a plusieurs machines qui constituent des réseaux, et ces réseaux vont être reliés entre eux. Donc pour que les machines communiquent entre elles à l'intérieur d'un réseau, et pour que ces réseaux communiquent entre eux, on a mis en place un protocole qui s'appelle TCP/IP, voilà, et qui est une espèce de chapeau comme ça d'Internet, mais qui va permettre aussi une interconnexion avec d'autres réseaux. Et Internet fait cette agrégation entre TCP/IP, des protocoles qui sont dédiés au mail, par exemple, comme POP, SMTP, IMAP, des protocoles qui sont dédiés à l'échange de fichiers, comme FTP, j'en parlerai peut-être un petit peu plus tard, à la conversation en ligne, on va le faire au plus simple avec IRC, et parmi ces protocoles, il y a les protocoles qui sont fondateurs du web, donc le protocole HTTP notamment, et qui adresse aussi le fait que le web a une destination différente des autres réseaux et des autres protocoles qui composent le web. Le web est un réseau documentaire, c'est-à-dire que le protocole qui est mis en place va permettre de circuler entre des documents. On garde toujours à l'esprit l'image de la bibliothèque quand on va parler du web. On a ici un réseau qui tisse des liens de page à page, et pas des liens entre machines comme un ordinateur et une imprimante, par exemple. Alors, ce réseau documentaire, il est relativement récent, on en fête le 30e anniversaire cette année, mais il a une histoire qui est un petit peu plus ancienne. Alors on va pas faire toute l'archéologie du web, mais disons que les premiers signes annonciateurs, en tout cas dans la recherche scientifique, remontent à 1947 avec un article intitulé As We May Think de Vannevar Bush, et dans lequel on commence à parler d'un concept
il n'est pas forcément nommé dans le texte, mais qui est l'hypertextualité, c'est-à-dire cette capacité à passer d'un texte à un autre, et de dire que notre esprit fonctionne par association d'idées, et que quand on pense à quelque chose, on va systématiquement tisser un lien vers d'autres concepts, d'autres idées, d'autres souvenirs, et des machines pourraient nous aider, nous épauler dans cette navigation de nos souvenirs, ou des archives, ou des connaissances. Alors petit à petit, cet article va circuler et puis va pénétrer les instances scientifiques aux États-Unis. D'autres chercheurs vont se l'approprier, vont essayer de fabriquer des machines dessus. On est dans les années 60 avec Ted Nelson par exemple. On aura d'autres expérimentations qui vont ponctuer comme ça les années 70-80. Puis on arrive à la fin des années 80 avec un chercheur, Tim Berners-Lee, qui a un rôle central dans le web. Il va inventer à la fois le protocole, comment on fait pour circuler entre ces documents, et la manière d'écrire ces documents pour que, effectivement, on puisse passer d'une page web à une autre page web. Donc le protocole, c'est HTTP, le langage, c'est HTML. C'est la naissance du web, on fête l'anniversaire actuellement, je l'ai dit, d'autres technologies ou d'autres langages vont apparaître après, le JavaScript, des instructions assez basiques pour faire de l'animation sur une page par exemple, CSS pour rendre les choses un petit peu plus jolies, PHP, un langage de programmation qui sera caché à un autre endroit du web. On verra en quoi il consiste exactement. On est en 1995, on voit apparaître Internet Explorer par exemple chez Windows. La bulle Internet va passer par là en 2000. Après, il y aura le Web 2.0 qui va arriver, les réseaux sociaux, etc., qui sont aussi l'objet d'autres présentations. Moi, je vais vraiment rester centré sur le web et les mécanismes inhérents au web. Donc, on va voir dans l'ordre, dans un premier temps, le mécanisme qu'on appelle client-serveur, comment ce protocole fonctionne entre un navigateur, Firefox, Chrome par exemple, et puis un serveur. On va essayer de voir un peu plus en détail ces langages du web, et puis après on va voir qu'effectivement on se pose des questions de gouvernance. Finalement, qui écrit, qui définit les langages du web? On verra qu'il y a une forme de pouvoir qui naît dans cette possibilité d'écrire les langages qu'on va utiliser sur le web. À partir de là, des stratégies vont se déployer, aussi bien du côté des entreprises, des institutions publiques et des usagers, bien entendu, et on terminera sur quelques éléments relatifs aux questions de sécurité et de respect de la vie privée. Alors, les mécanismes de base, ils sont relativement simples. Pour expliquer les choses, moi je prends toujours la figure du client qui vient dans un bistrot et qui va demander un café à un serveur. Donc, il pose une question, une requête, je voudrais, est-ce que je pourrais avoir un café s'il vous plaît? Et puis le serveur va répondre à cette requête et va dire, je vous amène ça tout de suite. Il prépare le café et il l'amène au client. Sur un réseau, Internet, ou sur le web, ça fonctionne exactement de la même manière. Un client va venir poser une question, est-ce que je pourrais avoir cette page web? Et le serveur va lui répondre, un instant, je vous l'envoie, et il va préparer un fichier ou plusieurs fichiers qui vont arriver à destination du client. Alors ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le client ici c'est un navigateur, c'est pas l'utilisateur humain, c'est le navigateur qui pose la question. Donc le navigateur c'est Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, pour citer les principaux. Et le serveur, pour le faire au plus simple, il est situé du côté de l'hébergeur, donc qui est une association ou une entreprise, ou une organisation en tout cas, qui va disposer d'ordinateurs, de disques durs, qui sont reliés à Internet par des câbles, et qui va allouer ou louer une partie de cet espace de disque dur à un individu qui veut faire un site web ou une entreprise, etc., etc. Donc le serveur reçoit la requête, et on va voir que derrière, il y a plusieurs moulinettes qui se mettent en place. Grosso modo, le serveur va empaqueter des fichiers, les envoyer au navigateur. Quand on avait une vieille bande passante, on voyait une petite barre bleue en bas de son navigateur qui nous indiquait à quelle vitesse le chargement avait lieu et dans combien de temps on pouvait espérer avoir la page web. Aujourd'hui, avec les vitesses de navigation qu'on a, ces choses arrivent beaucoup plus rapidement. Mais en tout cas, le serveur envoie des fichiers à destination du navigateur et le navigateur ensuite va les interpréter.
Il va dire, bah, ça c'est un fichier HTML, ça s'ouvre de telle manière, ça c'est un fichier CSS, mais le serveur peut aussi renvoyer des fichiers PDF, des vidéos, etc., etc. Dans ce parcours-là, du client au serveur, il n'y a pas que deux machines qui composent cette chaîne-là. J'ai le client à une extrémité, le serveur de l'autre côté. Là, je vous ai fait une petite illustration, ce qu'on appelle le traceroute, c'est-à-dire que ça va suivre le chemin de ma requête. Par quelle machine est-ce que ma requête, je voudrais avoir cette page web sur mon ordinateur, s'il vous plaît, par quelle machine est-ce que ça va passer? Et on voit que ça va passer d'une machine à l'autre en quelques millisecondes. À chaque fois, c'est assez rapide. C'est même particulièrement rapide parce que en fait, la requête que j'ai faite, je voulais consulter la page de Google, bah, elle a traversé l'océan Atlantique, elle a traversé le continent nord-américain, elle est allée en Californie, elle a trouvé le fichier qui m'intéressait, elle me l'a renvoyé en une poignée de secondes, même pas. Donc, dans ce parcours-là, on va avoir le client, le serveur. Là, je vous montre sur cette image-là, ce sont les serveurs du CERN, donc c'est là où véritablement le web est né, donc les premières machines. Une salle de serveur, ça ressemble effectivement à des empilements et des rangées d'ordinateurs qui sont reliés les uns avec les autres. En interne, on va dire dans cette salle de serveur, et puis en amont et en aval, entre le client et le serveur, quand j'envoie ma requête et quand le serveur me retourne sa réponse, on va retrouver au milieu mon fournisseur d'accès à Internet, les bornes qui sont sur les trottoirs par exemple, tous les switches qui vont basculer effectivement ma requête à destination d'un endroit en particulier. Ça va passer par une machine ou un protocole qu'on appelle le Domain Name Server, qui va me dire à quelle adresse physique même se trouve le fichier qui m'intéresse. Donc il va associer un nom et une adresse, par exemple, donc de manière à ce que l'hébergeur reçoive véritablement ma requête. Et puis l'hébergeur, de son côté, va avoir lui aussi un fournisseur d'accès à Internet. Il va être connecté là aussi à des câbles sous-marins, par exemple, à des lignes Ethernet à haut débit, et ainsi de suite, où ça va passer par du cellulaire, de la 4G, etc., etc. Et donc j'ai comme ça une multiplicité d'opérateurs, de télécoms, de câbleaux opérateurs, d'agents de maintenance qui vont venir à un moment ou à un autre vérifier que cette communication entre les machines fonctionne bien et que je vais réussir à obtenir moi de mon côté le fichier que j'avais demandé. Donc ça c'est le mécanisme client-serveur, et dans cette activité de poser une question, en fait ce que je demande plus précisément, c'est à obtenir un document qui se trouve à une adresse particulière. Sur le web, on nomme les adresses à travers ce qu'on appelle des URL. Alors, une URL, le terme anglais c'est Uniform Resource Locator, donc c'est une ressource de localisation uniformisée, voilà, c'est standardisé, toutes les adresses sont écrites de la même manière qu'en France, on a des standards pour écrire les adresses postales, en Belgique c'est un autre standard, etc., etc. Sur le web, il y a un standard qui est propre à ça, et ce standard me permet d'obtenir à la fois l'adresse du document, et parfois à l'intérieur même du document, l'adresse d'un segment du document. Le haut de la page, le bas de la page, les côtés, des parties intermédiaires comme des sous-chapitres, par exemple. Donc cette URL, elle fait partie des éléments définis par le protocole HTTP. Donc j'avais expliqué qu'effectivement c'était une politesse entre les machines. Et le format d'une URL, vous l'avez à l'écran, c'est HTTP : donc on précise bien quel protocole on va utiliser. Puis ensuite j'aurai www.domaine.tld/dossier/fichier.html, un hashtag encre. Et voilà, ça c'est une URL complète qui contient à la fois le nom de domaine, le nom du fichier, .html, et une encre à l'intérieur du document à laquelle je souhaite accéder plus précisément. Alors, petite parenthèse ici en termes de sécurité. Le protocole HTTP a été écrit il y a quand même 30 ans de ça. Les pratiques ont évolué par rapport à ça, notamment des mauvaises pratiques, ou alors des pratiques qui nécessitaient, en tout cas, d'avoir une protection dans cette circulation entre le navigateur et le serveur, et on a rajouté une couche de sécurité, alors qui apparaît
simplement avec cette dernière lettre qu'on rajoute au protocole pour faire le protocole HTTPS. Le protocole HTTPS, imaginez simplement que c'est un tuyau blindé qu'on met autour du câble entre le client et le serveur et personne d'autre peut rentrer à l'intérieur du câble. On a des clés de chiffrement qui sont échangées à l'entrée et à la sortie pour aller un petit peu plus dans le détail. Et ça garantit en tout cas que effectivement, il n'y a que le client qui pourra lire les informations qu'il a sollicitées et l'hébergeur n'aura accès qu'à la requête finalement qui a été demandée et personne pourra venir interférer en tout cas dans cette circulation. Bien entendu, c'est plus nuancé et plus complexe que ça, mais c'est pas l'objet en tout cas aujourd'hui de rentrer dans plus de détails. Alors pour revenir sur l'URL, je l'ai décomposé en deux morceaux. Il y a une première moitié qui concerne le nom de domaine et j'ai rajouté notamment à la fin le point .tld. Alors TLD, c'est Top Level Domain, c'est une liste de noms de domaine génériques, on va dire. On a les .com, .fr, .edu, .net, .info, etc., etc. Et puis maintenant, on a une multiplicité de noms de domaine possibles et imaginables. On a les .biz, on a les .xx, on a les .bzh pour les Bretons, par exemple, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un nom de domaine alphabétique ou alphanumérique, google.fr, par exemple. Mais dans le protocole TCP/IP, la machine à laquelle je m'adresse, que ce soit un client ou un serveur, elle a un numéro, un 192.168. quelque chose. Évidemment, pour nous humains, c'est beaucoup trop compliqué de retenir toutes les adresses numérotées des machines auxquelles on s'adresse. Et puis en termes de marketing, ben voilà, c'est beaucoup plus simple de dire allez sur le site google.fr pour avoir accès à nos contenus. Donc, il y a une transposition entre des adresses numériques et des adresses alphanumériques. Donc, c'est là où intervient le domain name server qui fait l'association entre le nom de domaine que je sollicite et l'adresse numérique du serveur où sont stockés les fichiers qui m'intéressent. Donc ça, c'est le DNS. Je vous ai mis ici en guise d'illustration l'adresse véritable en fait des machines de Google, en France en tout cas, donc c'est 216.58, etc., etc. Évidemment, c'est plus simple pour nous de taper directement google.fr. Donc Google administre ses propres machines, bien entendu, mais en termes d'économie, il y a toute une filière qui s'est structurée autour de ça, notamment du côté des hébergeurs, qui vont faire ce qu'on appelle de l'infogérance, c'est-à-dire qu'ils vont gérer les informations pour des entreprises ou pour des particuliers, soit sur des modèles gratuits pour des particuliers qui auraient des petits besoins, soit des modèles beaucoup plus onéreux, parce qu'il y aurait des questions de sécurité ou de volume, de fréquentation ou de confidentialité des documents qui sont à l'intérieur ou des données qui sont conservées par ces hébergeurs. Donc ça, c'est une première moitié jusqu'au domaine.tld/, et ensuite on bascule à l'intérieur de la machine et de l'hébergeur, et on va se retrouver cette fois dans l'autre moitié de l'adresse qui est dossier/fichier.html, où là on va retrouver une figure qu'on connaît bien en informatique, qui est celle de l'arborescence. C'est le poste de travail sur Windows par exemple, l'explorateur ou l'équivalent chez Apple. Donc j'ai l'arborescence d'un disque dur. Finalement, mon hébergeur, c'est comme si j'avais externalisé mon disque dur, sauf que c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Là, l'image que je vous ai mis à l'écran, sur la partie de gauche, j'ai l'arborescence de mon disque dur. Sur la partie de droite, j'ai l'arborescence du disque dur de mon hébergeur. J'ai un logiciel qui va me permettre de faire du glisser-déposer, tout simplement, d'un côté vers l'autre. Donc c'est ce qu'on appelle un client FTP, donc qui va gérer le protocole de transfert des fichiers. Ici, en l'occurrence, c'est le logiciel FileZilla. Et dans mon logiciel, je vais travailler sur un fichier sur mon ordinateur. Une fois que c'est fait, je fais un glisser-déposer, je colle ça sur la droite et ça apparaîtra sur le web. De la même manière, si j'ai une archive sur le web et que j'ai les identifiants pour me connecter au serveur, je récupère le fichier qui est sur la partie de droite et je fais un glisser-déposer, je le récupère sur mon ordinateur, par exemple. Donc, c'est grosso modo aussi simple que ça, finalement, le mécanisme client-serveur. J'ai le client sur la gauche, le serveur sur la droite, et des logiciels vont me permettre de basculer d'un côté ou de l'autre, soit le client FTP
quand j'ai que des fichiers à gérer, soit le navigateur web quand ce sont des documents web que je veux consulter. Dans cette adresse, on va retrouver quelque chose qui est particulier. J'ai mis un dièse encre pour indiquer qu'à l'intérieur de ce document, il y avait une section qui m'intéressait. C'est comme quand vous consultez une fiche Wikipédia, vous pouvez aller directement à une des sous-sections de la fiche. Vous avez un lien qui vous permet d'aller directement à cet endroit-là. À partir de là, on va rentrer dans une autre arborescence qui est l'arborescence du document. On n'est plus sur le système d'information générale qui est l'ensemble des fichiers stockés chez l'hébergeur. Là, je suis à l'intérieur du document, de la page web qui m'intéresse. Et cette arborescence, cette structure, elle porte un nom particulier qui est le DOM, donc le Document Object Model, qui est une modélisation du document. Et à partir de là, on va rentrer dans une autre dimension linguistique ou sémantique à travers la partie suivante, donc qui est consacrée au langage du web. Alors, il y a plusieurs langages qui sont mis en pratique sur le web. Chaque langage a une fonction particulière. Le langage le plus usité sur le web, c'est le langage HTML. Je vais rentrer un petit peu plus en détail le concernant dans quelques instants. Très rapidement, les autres langages sur lesquels je reviendrai, mais c'est juste pour bien comprendre comment chacun a son périmètre qui lui est propre et comment ils vont échanger, collaborer entre eux. Le langage HTML sert à décrire les documents, le langage CSS sert à enjoliver les documents, les rendre plus jolis, leur donner une apparence graphique. Le langage JavaScript sert à animer ou à sécuriser les pages, animer les pages ou sécuriser les données qui pourraient circuler sur la page, du côté du navigateur. Le langage PHP sert à sécuriser ou à traiter les données du côté du serveur. Ils ont chacun leur périmètre qui leur sont propres. JavaScript côté client, PHP côté serveur. Et le langage SQL, c'est encore une autre machine qui intervient dans notre chaîne du web. Le langage SQL sert à stocker ou traiter les données de manière particulière. On le verra, notamment, il est très proche finalement de ce qu'on fait quand on réalise un public postage avec Word et Excel ou Access, par exemple. Alors, j'ai parlé du langage HTML en disant qu'il avait pour vocation de structurer le document. On sait que tous les documents sont structurés, ils ont une ossature qui leur est propre, avec un titre, un sous-titre, des chapitres, des sections, etc., etc. On peut prendre la une d'un journal comme illustration pour visualiser effectivement cette structure. Le langage HTML va faire la même chose, il va utiliser des éléments qui lui sont propres pour dire ça c'est un titre, ça c'est une image, ça c'est un tableau, ça c'est un lien, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on définit le langage HTML comme un langage de description de contenu, qui le distingue d'une autre famille de langages informatiques qui sont les langages de programmation, comme JavaScript, PHP ou C++ ou Java par exemple. L'acronyme précisément veut dire Hypertext Markup Language. Traduit en français, ça donne langage balisé hypertextuel. Balisé, ça veut dire qu'en fait, quand on va écrire du HTML, on va écrire des balises, et à l'intérieur de ces balises, on va mettre des éléments qui vont apparaître sur la page web, pour le faire au plus simple. Un exemple de balise, ça va être la balise strong, qui permet de dire que les éléments contenus à l'intérieur de cette balise ont une importance, ils sont forts. Visuellement, on le mettra en gras, par exemple. On peut utiliser d'autres attributs typographiques si on le souhaite, mais en tout cas, sémantiquement, ça veut dire que c'est fort, que c'est important et que donc il faut le traiter d'une manière particulière. Ça, c'est la balise strong, par exemple. Il y a une autre balise qui va être la balise A pour encre, ici, et qui est une balise fondamentale sur le web. Il n'y aurait pas de web sans balise A. La balise A, c'est une encre ou une adresse, si vous préférez. Elle fonctionne de la manière suivante, c'est-à-dire que on a un attribut à l'intérieur de la balise. La balise, c'est ce qui est ouvert et fermé par les chevrons. Donc là, la balise A a un attribut href
qui pointe vers une URL, http://google.fr. Donc le href, c'est pour hypertexte référence, référence hypertextuelle. Ça aurait été plus simple de dire URL, mais ils ont préféré garder href. Donc c'est l'URL de destination vers laquelle le navigateur va aller quand on va cliquer sur le mot lien dans l'exemple que j'ai mis à l'écran. Donc cette balise-là me permet de tisser un lien d'un document à un autre, à l'intérieur du même document, à l'intérieur des documents qui composent un site web, ou entre des documents qui sont présents sur le web en général. Donc cette balise est fondamentale. Sans ces liens, on n'est pas dans une toile, donc on n'est pas sur le web, et il y a une dimension stratégique très forte dans l'écriture, en tout cas de cette balise A. Là, je vous ai montré un exemple ici. J'ai pris comme fil conducteur le site elysée.fr. En ce moment, il y a cet article qui arrive assez tôt sur la page web, donc une ambition pour la langue française et le plurilinguisme. Ça, c'est ce que je vois dans mon navigateur. C'est la partie haute à l'écran. Et puis la partie basse, c'est ce qu'on appelle le code source. C'est le langage HTML tel qu'il a été composé par le webmaster, qui va associer des balises HTML particulières. Là, si on a de bons yeux, on arrive à repérer une balise P pour paragraphe, par exemple. Et puis ensuite, il y a le texte qui apparaît à l'écran. Donc ça, c'est le langage HTML. Il décrit le contenu en disant il y a un titre, il y a un menu, il y a des paragraphes, des listes, des liens, des mots qui sont plus forts que d'autres, etc., etc. De manière brute, sans aucune fioriture, le site elysée.fr ressemble à ce que vous voyez sur la droite. C'est-à-dire que là, dans mon navigateur, j'ai désactivé le CSS. Il n'y a aucun enjolivement apporté à cette page web. CSS, donc c'est l'acronyme de Cascading Style Sheet. Ce sont des feuilles de style en cascade. À partir du moment où j'ai une structure, je vais avoir un chapitre. Dans mon chapitre, j'ai des sections. Dans mes sections, j'ai des sous-titres et une multiplicité de paragraphes. Donc j'ai des règles d'héritage qui vont se mettre en place entre les parents et les enfants. Le chapitre est le parent des sections. Les sections sont les parents des paragraphes, etc., etc. Si j'applique un style à une section, tous ces enfants vont hériter du même style. Si je dis que cette section doit être écrite en rouge, tous les paragraphes à l'intérieur de la section seront écrits en rouge. Donc c'est ce qu'on appelle une feuille de style en cascade, avec des règles d'héritage qui sont bien particulières. C'est une autre syntaxe, le langage CSS, vous l'avez ici à l'écran. Là j'ai une balise de titre, par exemple, la balise H1, premier niveau, le plus important des balises de titre. Je vais dire, voilà, je veux que la couleur soit en rouge et que la taille de police fasse 16 points. Il y a évidemment bien d'autres propriétés qui sont disponibles et qui font effectivement le design des sites web qu'on connaît aujourd'hui. Donc là, vous avez l'exemple sans le CSS. Avec le CSS, on voit que le titre a une dimension, un positionnement, une taille, une couleur. Le paragraphe est écrit plus petit, l'image est à gauche, le texte est à droite, etc., etc. Tous ces positionnements sur la page web sont orchestrés par le langage CSS. Après, rapidement, il y a d'autres langages qui interviennent, comme le langage JavaScript, donc qui fait partie de la famille des langages de programmation. Il est interprété par le navigateur, Firefox, Chrome, Safari, etc., etc. Il a plusieurs missions. Il peut notamment gérer une partie de la sécurité des formulaires, c'est-à-dire des données qu'on va envoyer à destination du serveur. Il va vérifier avant d'expédier définitivement les données, si l'adresse a bien été saisie, si le numéro de téléphone contient bien 10 chiffres par exemple, s'il n'y a pas des tentatives de piratage dans les champs de réponse du formulaire. Donc JavaScript peut faire ces choses-là. Et puis il a une deuxième casquette qui est de gérer toute l'interaction. L'interaction, ça va être, vous avez la possibilité, par exemple, quand vous êtes sur un site web, parfois vous pouvez glisser des éléments. Voilà, vous avez un article sur la partie gauche, vous allez l'attraper et puis le glisser dans votre panier d'achat, par exemple. Donc ça, c'est JavaScript qui va permettre ce genre d'interaction. Il n'y a que vous, en tant qu'utilisateur, sur votre navigateur, à ce moment-là, qui avez besoin de faire ça. Donc c'est pour ça qu'on délègue cette opération à JavaScript.
Et puis JavaScript va pouvoir gérer des effets visuels, des fondus, des colorations, des éléments qui vont circuler par exemple. Et puis il va aussi être responsable à un moment ou à un autre du dépôt ou de la lecture des cookies. Les cookies, je reviendrai dessus à la fin. Ça c'est JavaScript. Côté client, il y a exactement la même chose côté serveur avec PHP. Donc c'est aussi un langage de programmation qui lui est interprété par un serveur particulier, l'une des machines de votre hébergeur. Le serveur va exécuter un script, parfois quand on lui demande de faire ça. Dès que vous avez un fichier qui se termine par .php, par exemple, vous allez lui demander d'exécuter un certain nombre de requêtes, de traitement d'informations, il va aller interroger le serveur de données, il va malaxer tout ça et puis lui donner une apparence particulière. PHP a cette définition, ce que j'ai mis en bas, ce qu'on appelle un acronyme récursif, pour frimer un peu. PHP is Hypertext Preprocessor, ça veut dire que PHP est un générateur de fichiers HTML. La mission finale de PHP, c'est de fabriquer des documents HTML qui seront envoyés au navigateur, qui va les recevoir comme des fichiers HTML, les interpréter comme tels. Et donc vous aurez, vous, sur votre ordinateur, une instance particulière résultant de l'exécution d'un script par PHP. Donc le client n'a pas accès aux instructions PHP. Souvent, il y a des éléments confidentiels à l'intérieur. Tous les identifiants de connexion au serveur, par exemple, sont cachés. Et PHP a aussi cette vertu particulière de dialoguer avec un autre langage et une autre machine, pour le coup, SQL. SQL, c'est pour tout ce qui va gérer les données et ce qu'on appelle le requêtage de données. Donc le langage SQL, langage de requêtage de données, c'est avec ça qu'on va, pour le faire au plus simple, organiser toutes les bases de données du web. Donc en anglais, ça veut dire Structured Query Language, langage structuré de requêtes. Donc c'est bien pour interroger des bases de données, soit les interroger en leur disant enregistre ces nouvelles données, ou bien donne-moi les données qui correspondent à un filtre particulier. Donc il y a tout un processus particulier sur lequel je ne vais pas rentrer en détail. On pourra discuter après s'il y a des questions. Grosso modo, l'articulation entre PHP et SQL permet de faire des choses comme celle que vous avez à l'écran. Là, c'est une capture de chez Amazon. Sur Amazon, vous avez des millions d'articles différents. Vous n'avez pas des millions de pages web pour chacun des articles existants dans le catalogue Amazon. Vous avez un fichier PHP qui va organiser toute la page et qui va remplir cette page-là avec les informations provenant de une requête particulière. Là, j'ai demandé un modèle de cartable. Donc, j'ai la photo, j'ai le titre, j'ai le prix, j'ai les commentaires, les évaluations, etc., etc. Ce script est exécuté à chaque fois que quelqu'un demande à voir un des articles. Donc, j'ai qu'un seul fichier à tenir à jour, une base de données à côté, et qui permet à Amazon de délivrer les réponses aux requêtes de manière extrêmement rapide. Donc, voilà pour la partie des langages du web. À partir de là, on va rentrer dans une autre partie, c'est que ces langages ont été imaginés par des ingénieurs, des linguistes, des informaticiens. Les langages du web font partie de ces langages qu'on utilise maintenant au quotidien. On pourrait considérer presque que le langage HTML est la langue la plus parlée au monde, vu la fréquentation qu'il y a sur le web. Donc ceux qui vont donner forme au langage HTML ont un pouvoir bien particulier. Cet organisme, c'est le W3C, donc le World Wide Web Consortium. C'est l'équivalent de notre Académie française qui, quand elle élabore le dictionnaire, dit quels sont les mots qu'on peut utiliser en français. Le W3C fait exactement la même chose en disant quelles sont les balises qu'on peut utiliser pour faire des pages web. Le consortium a ce site particulier qu'il met autour de la même table des éditeurs de navigateurs, Microsoft, Google, par exemple, Apple, bien entendu, des centres de recherche, l'INRIA, le CNRS, MIT, Stanford, etc., etc., des opérateurs de réseau, Orange, Cisco ou d'autres, et tous ensemble, ils vont essayer de faire en sorte que on ait un langage standardisé pour que
tous les webmasters du monde puissent utiliser les mêmes balises et qu'on ait des rendus dans nos navigateurs qui soient relativement constants d'un navigateur à un autre. Donc le W3C est à l'origine du langage HTML. Le parent du langage HTML, c'est le langage XML. Le langage HTML a évolué. On est aujourd'hui à la version 5, par exemple. Le W3C est aussi l'académie gérant le langage CSS et le langage gérant les images PNG, parce que ce sont aussi quelque part des descriptions de contenu particulier. C'est pas du texte, mais c'est des images. Le W3C a un rôle particulier parce que dans la naissance du web, dans les années qui ont suivi, entre 95 et 2002, 2003 à peu près, il y a eu ce qu'on appelle la guerre des navigateurs, c'est-à-dire que chaque éditeur a essayé de mettre la main sur le langage HTML et en disant, ben voilà, pour afficher une page web dans mon navigateur, vous devez utiliser mes balises à moi. Et forcément, dans un autre navigateur, s'il ne connaît pas ces balises-là, il n'arrivera pas à afficher cette page-là. Donc Microsoft avait été le plus virulent à partir de la sortie de Internet Explorer. Il avait mis la main véritablement sur le langage HTML. Le consortium a réussi à équilibrer un petit peu les usages. Les négociations ont abouti à un standard et il y a des pratiques de standardisation partagées entre les développeurs, les webmasters. Et puis petit à petit, ces navigateurs ont évolué, ils se sont perfectionnés. On a rajouté une navigation par onglet. C'est Firefox qui a fait ça, qui lui a permis à un moment de doubler Internet Explorer. On a rajouté ensuite des plugins ou des add-ons, des extensions de navigateurs qui permettent d'apporter de nouvelles fonctionnalités dans notre usage quotidien des navigateurs. Et donc, ces navigateurs ont connu des cycles de vie particuliers. Mosaic et Netscape ont périclité. Internet Explorer a eu son ère de gloire et puis il est redescendu. Chrome a dépassé tout le monde et aujourd'hui truste complètement le marché. D'autant plus qu'avec Android sur téléphone, c'est Chrome qu'on va utiliser aussi. Du coup, Google a une position dominante assez particulière ici et on va voir que mettre la main sur le langage, mettre la main sur les navigateurs, pose des questions en termes de stratégie. Quelles sont les stratégies des opérateurs, des acteurs économiques, on va dire, et puis des professionnels qui travaillent avec ça. Donc, on va rentrer dans une autre partie ici qui concerne les stratégies qui sont associées au web. On va commencer par les pratiques professionnelles, on va passer par les stratégies des grands groupes, les GAFA, par exemple, et puis on arrivera sur les usagers pour conclure. Une des stratégies essentielles, c'est le référencement. Le référencement consiste à structurer son document de manière à ce que la requête d'un utilisateur le conduise vers la page web qu'on est en train d'écrire. Donc pour faire ça, le webmaster a besoin de bien connaître la sémantique, les balises, et puis de respecter certaines règles qui ont été mises en place, notamment par Google, à travers un calcul particulier, non plus de la sémantique du document, sa structure, les balises qu'il contient, mais de son autorité. Là, on rentre sur ce qu'on appelle un algorithme qui s'appelle PageRank, ici du nom de son inventeur, Larry Page, cofondateur de Google. Ici, j'ai une page, la page rouge, la page B, qui a 38,4% d'autorité partagée avec toutes les autres pages web qui parlent exactement de la même chose. Sauf que les autres pages web, les petites en bleu, en vert, en jaune, en violet, par exemple, ont accordé une certaine autorité à la page rouge en écrivant des liens qui pointent vers la page rouge. Donc en calculant le nombre de liens entrant à l'intérieur de la page rouge, on arrive à calculer son autorité, et c'est par ce calcul de l'autorité, combiné évidemment à la sémantique, que Google va positionner les pages en première, deuxième, troisième position des résultats de requête. Donc l'écriture de ces balises A est fondamentale. Google l'a bien compris et c'est là-dessus qu'il a reposé tout son modèle d'affaires. Donc c'est un marché qui est dominé par Google. Il donne des préconisations très fortes à destination des webmasters, mais Google a malgré la vision qu'on peut en avoir d'un acteur extrêmement dominant sur le web, c'est une
une infime partie du web finalement qu'il domine. Le reste, c'est ce qu'on appelle le deep web, ce qui est caché, qui est inaccessible à Google par exemple, donc des éléments qui sont derrière des pare-feux, derrière des mots de passe par exemple, qui sont sur des sites d'entreprise, des sites institutionnels, etc., etc. Google a obtenu une position dominante aussi en complétant à partir de sa capacité première à indexer tous les documents. Il a proposé d'autres services, l'indexation des mails, par exemple, l'indexation des territoires avec Google Maps, l'indexation des vidéos avec YouTube, etc., etc. Donc il a potentialisé son savoir-faire pour s'emparer d'autres fonctionnalités qui pouvaient être utiles sur le web. Et puis ensuite, Google a permis d'interconnecter tous ces éléments-là, notamment avec ce qu'on appelle des API qui permettent, par exemple, sur une page web, d'avoir des contenus en provenance de Google Maps, ou YouTube, ou Facebook, ou Twitter, etc., etc. On rentre ici dans ce qu'on appelle des logiques de plateforme. Et ces logiques de plateforme, combinées à des nouvelles fonctionnalités, combinées à effectivement une appropriation massive du web autour des années 2000, a donné naissance à cette expression de Web 2.0 qui portait la promesse suivante de faciliter l'usage technique. Tout le monde peut faire un blog, tout le monde peut ouvrir une page web aujourd'hui. Grâce à ça, on pourrait obtenir une libération de la parole. C'est effectivement le cas. Des publics qui étaient éloignés des espaces dans lesquels on peut prendre la parole ont eu la possibilité de le faire en créant des sites sur le web, que ça soit des individus sur ma homepage, mon compte Facebook, ou que ça soit des associations, etc., etc. Mais en fait, on se rend compte que ce Web 2.0 cache aussi le fait que ces discours ont servi à mobiliser les internautes pour leur faire oublier l'explosion de la bulle Internet qui avait eu lieu quelques années auparavant, qui avait mis à mal beaucoup d'entreprises, et celles qui survivaient à cette époque-là ont essayé de trouver des leviers de croissance en disant voilà, on va permettre aux individus de s'approprier plus facilement le web, donnons-leur des outils, donnons-leur la parole, et comme ça nous permettra en tout cas d'avoir des bases clients et de pouvoir monétiser pas mal de choses par la suite. Donc les individus se sont appropriés le web pour raconter leur vie, pour aller chercher de l'information, pour se distraire, pour travailler, pour collaborer, etc., etc. Mais il faut jamais oublier que derrière tout ça, il y a effectivement des opérateurs ou des acteurs économiques qui ont des objectifs de business, de rentabilité, de valorisation de leurs capitaux qui sont extrêmement forts. Donc face à cette mainmise des usages par les grandes entreprises, notamment les GAFA par exemple, on a eu des tactiques de contournement qui se sont mises en place, avec du hacking, du piratage, par exemple. Il y a quelques années, on parlait beaucoup des Anonymous ou de Wikileaks, par exemple. Je vous ai parlé du Deep Web, il y a aussi le Dark Web, donc pour des usages qui sont illicites, en tout cas. Et puis, face à l'emprise des GAFA, on va voir aussi des alternatives associatives qui se mettent en place, en proposant par exemple de dégoogliser le web. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir un usage du web sans passer par les outils de Google. On peut citer les initiatives portées par Framasoft en termes d'outillage ou la quadrature du net en termes de lobbying par exemple. Et du côté des usages individuels, on voit de plus en plus les individus intégrer à l'intérieur de leur navigateur des bloqueurs de pub, donc adblocker qui ressemble à ça. Donc on a ici tous les sites qui viennent se greffer sur la page que je suis en train de consulter. Ici, c'est un média, et on voit que ce média, il est sur la première ligne, là, il est facile à identifier, que ce média utilise énormément de régies publicitaires derrière, parce que le modèle de l'information gratuite ne lui suffit pas à assurer la viabilité de son entreprise, donc il est obligé de passer par une monétisation, une valorisation économique, notamment des données personnelles des gens qui viennent consulter les articles de presse. Donc, les individus sont confrontés effectivement à des usages qui sont de plus en plus libérés, mais faussement libérés, c'est une illusion, parce que derrière, il y a des acteurs économiques qui effectivement vont faire leur beurre de cette circulation et de ces pratiques. Le cookie a un rôle central là-dedans, c'est lui qui va effectivement récupérer les informations des usagers, les faire rentrer
dans les bases de données, et c'est à partir de ça que effectivement s'opère toute l'économie autour des données personnelles. Les choses ont été régulées récemment avec le RGPD, Règlement général de protection des données personnelles, qui est au niveau européen, qui a un règlement donc qui a une valeur d'autorité. Les sites web ont obligation de demander le consentement explicite des usagers à l'utilisation de leurs données personnelles. Si cette gouvernance institutionnelle existe, il ne faut pas oublier néanmoins la responsabilité des individus par rapport à ça. C'est pour ça qu'on parle beaucoup aujourd'hui d'une éducation aux médias, par exemple. Les internautes ont besoin de connaître les mécanismes du web. Je les ai présentés très brièvement. Il faut véritablement apprendre à ouvrir la boîte noire du web pour voir comment ça fonctionne. À partir de cette connaissance des mécanismes, on sera capable de saisir les enjeux économiques, politiques, sociétaux qui concernent le web. Et une fois qu'on aura une connaissance des mécanismes et des enjeux, on pourra adapter ces pratiques et, dans la mesure du possible, avoir un effet de retour sur les instances de gouvernance ou les instances économiques qui nous permettent d'avoir accès au web. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup. Donc merci Julien, on va pas applaudir, on l'a pas fait jusqu'à maintenant, on pourrait, mais nous on va s'installer pour le débat. Donc, je vais appeler les gens qui sont invités à s'asseoir là pendant ce temps-là. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais rappeler. Alors attendez, je vais essayer de bouger le slide si vous voulez. Avançons d'un slide. Ouais, voilà. Donc sur celui-là, il y a le petit site www.menti.com. Donc si les gens veulent poser des questions, c'est là qu'ils peuvent aller. C'est le même site avec le même code que les fois précédentes. On sera ravis d'avoir des questions. Je rappelle aussi, je l'ai pas dit, que donc ce webinaire sont organisés par la chaire UNESCO pour ClassCode. ClassCode qui a déjà commencé son MOOC depuis le 15 mars. Et donc vous êtes aussi invités à travailler plus en profondeur en regardant ça. Très bien, donc on va s'installer là. En attendant que des questions arrivent sur le web, je vais un petit peu présenter les invités ou leur demander peut-être déjà d'intervenir un peu là-dessus. Je vais commencer quand même par Patricia qui est au milieu, qui vient de l'Université de Nantes, Patricia Serrano. Patricia, donc là il faut prendre le deuxième micro. Peut-être juste un mot sur, donc on a une présentation, j'ai aimé le dessin, l'iceberg, là où on a l'impression finalement c'est grand comment le web. On commence à avoir des idées sur jusqu'où ça va, sur quelle est la partie qu'on connaît, est-ce que c'est connexe, est-ce que tout simplement c'est, ou est-ce que finalement on sait pas très bien, ou est-ce qu'il y a des chercheurs qui finalement s'intéressent à aller regarder de près, de regarder un petit peu ce web. Alors d'abord, merci beaucoup Colin pour m'avoir invité. Donc je suis Patricia Serrano Alvarado, maître de conférences à l'Université de Nantes, faculté des sciences, département d'informatique et membre du laboratoire d'informatique et LS2N. Donc alors ta question, elle est très compliquée. Elle est très 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 compliquée. Savoir si le web est connexe, c'est très difficile. Je pense qu'on peut pas le savoir. On peut envoyer des requêtes pour essayer de comptabiliser, pour essayer de savoir quels sont les nœuds qui sont connectés, mais c'est des requêtes qui peut-être ne terminent pas. D'accord? Savoir la taille du web, je pense que c'est une question à laquelle on peut répondre avec des statistiques, mais pas de manière précise. D'accord. Donc même pour la partie qui est au-dessus de l'eau, même pour la partie connue d'accord. Ok. Je pense. Mais c'est que les deux parties sont connectées. Oui. Donc, on ne peut pas cibler juste une partie, je pense. D'accord. Très bien. Je continue un petit peu à présenter. Donc, Julien Bélanger. Donc, Julien est à l'association Ping qui, parmi les nombreux sujets, s'intéresse au web avec toutes sortes d'aspects. Donc, ma question autour de ça, c'est un petit peu à Ping, qu'est-ce que vous faites? L'Internet tel qu'il est décrit ici, correspond-il à celui que vous avez quand vous avez face à vous beaucoup de gens à qui vous êtes finalement en train d'essayer de raconter comment intégrer l'Internet et le web? Alors oui, on s'appelle Ping déjà parce que c'est une commande informatique qui, un peu comme Tracert, permet d'envoyer un petit message à un autre serveur. On existe depuis 15 ans déjà et on est une association d'éducation populaire, donc c'est-à-dire le moment où après l'école on peut apprendre encore individuellement ou collectivement et qui a été inventé par Monsieur Condorcet, etc. et qui est encore à l'ordre du jour, notamment vis-à-vis des technologies. Donc on est un centre de ressources pour les acteurs
culturel, socio-culturel. Et sur la partie web et numérique, on est plutôt porté par un mouvement de 1995 qui s'appelait l'Internet citoyen. Donc si vous tapez dans Wikipédia Internet citoyen, vous trouverez un peu les enjeux de l'Internet citoyen de 1995 et qui, si on les rapporte au sujet actuel, sont toujours d'actualité, c'est-à-dire un Internet non marchand, décentralisé, durable, éthique et porté par les logiciels libres. D'accord, très bien. Je continue avec la présentation. Donc, dans l'ordre alphabétique, le suivant, c'est Samuel Loira, qui est ingénieur à Google. Donc, on a vu Google apparaître là et on a vu d'autres présentations par rapport à Google. Donc, je vous remercie d'avoir venu. C'est très courageux d'être venu là. Donc, en deux mots, peut-être pour Google, est-ce que l'autre question, est-ce que sans Google, le web serait différent? Bonsoir à tous, merci de m'avoir accueilli. Et pour répondre à la question, c'est très difficile en fait, parce qu'on ne sait pas, ça aurait pu être Google, ça aurait pu être Microsoft, ça aurait pu être Apple. Donc chacun justement des gros acteurs sur le marché, notamment sur Internet, ont des positions, ont des visions différentes sur comment travailler justement en commun sur cette énorme montagne d'informations qui est disponible sur Internet. Et votre rôle, Aldo, je suis consultant technique auprès des éditeurs, donc en charge notamment de les aider à mettre en place un sujet évoqué récemment, le GDPR, et puis moi plus particulièrement sur tout ce qui est monétisation, ce qui fait aussi que nos éditeurs ont la possibilité de mettre à disposition du public du contenu gratuit, monétisé avec la publicité. Voilà, c'est le business économique. Donc, c'est un des modèles, effectivement, dont peut-être on reviendra dessus après. Le quatrième à être ici, à nous avoir rejoint, est Grégoire Pouget de Nothing to Hide. Donc, Nothing to Hide, par rapport au web, ça fait quoi? C'est quoi son rôle? C'est quoi votre activité? Alors Nothing to Hide, c'est une association qui travaille justement à aider les journalistes, les gens, les acteurs d'information, les militants, les défenseurs des droits humains, justement à connaître, comprendre comment fonctionne le web, pour savoir comment protéger leurs informations, comment protéger leur communication. Donc moi je suis président cofondateur de cette organisation et on fait beaucoup aussi d'éducation populaire où on travaille avec des classes, beaucoup dans le réseau des médiathèques pour expliquer justement notre vision du web qui est la vision de beaucoup de citoyens, qui serait la vision originelle du web, parce qu'en fait un truc qu'on peut dire aussi, c'est que le web à l'origine c'est un peu quand même l'idée principale, c'est un homme, on parlait d'URL tout à l'heure, Julien parlait d'URL, c'est un homme, une page sur Internet. Le principe, c'est que tout le monde puisse avoir, c'était considéré comme un espace d'expression, c'est que tout le monde puisse avoir une page où on pourrait s'exprimer. Et l'idée du web, c'était quelque chose qui était extrêmement décentralisé, que chacun pourrait avoir un ordinateur dans son salon, dans sa cuisine, et pourrait publier sur cet ordinateur des pages et s'exprimer, échanger des choses avec différentes personnes. C'était quelque chose de complètement décentralisé. Aujourd'hui, on est passé à quelque chose de beaucoup plus centralisé. Et je rebondis sur la question que vous avez posée à Monsieur de Google. C'est pas une particule. Hein. Le web sans Google, est-ce qu'il aurait été différent? Je ne sais pas si c'est sans Google, mais assurément sans des sociétés comme Google, Facebook et autres, je pense que le web aurait été beaucoup moins centralisé, puisqu'on a quand même vu un mouvement de centralisation ces dernières années. Il y a quand même 70% du trafic qui passe par les services de sociétés que sont Google et Facebook. Donc c'est quand même assez énorme. D'accord, mais les gens continuent à créer même à l'intérieur de ça, ou vous réfutez ça? Les gens continuent à créer à l'intérieur de ça, mais ce qui fait qu'on est le problème d'avoir des acteurs centralisés comme ça, c'est qu'on peut pas faire. Il y a à peu près 2 milliards d'internautes sur Terre. On peut pas faire un réseau social qui emmène 1 milliard 300 millions de personnes. Je parle de Facebook, ou un moteur de recherche qui sert des requêtes et qui les personnalise, puisque c'est l'objectif d'un moteur de recherche comme Google, c'est de servir le contenu le plus adapté
aux gens qui font des recherches, on peut pas gérer des paramètres culturels différents de 1,3 milliard de personnes. On peut pas faire des lois sur la liberté d'expression pour 1,3 milliard de personnes. C'est ce qui amène tous les problèmes liés à Facebook qu'on a vu au cours de l'année 2018. Et c'est ce qui crée ce que un chercheur, un type de la Silicon Valley qui s'appelle Elise Pariser, s'appelle la bulle de filtre. C'est-à-dire que si moi je fais une recherche sur Google, j'aurai pas les mêmes résultats que vous. Ce qui, en fait, amène les utilisateurs de Google à rester un peu enfermés dans leur monde. D'accord. Oui. Alors c'est des sujets pour faire de la pub pour les autres webinaires. On avait touché un peu sur ces questions-là, par exemple sur les réseaux sociaux, sur effectivement la personnalisation, ce que ça pouvait entraîner par ailleurs. Très bien. Alors j'ai une question un peu plus technique, puisqu'on est un peu en train de parler aux profs. Le point de départ, c'était les hypertextes. Vous l'avez présenté, d'accord, donc du texte. Aujourd'hui, on voit de la vidéo, on voit des médias de son, on voit des images. Finalement, c'est quoi le média du web aujourd'hui? C'est plus du tout le texte, ou finalement il y a toujours le texte sous-jacent avec les hyperliens partout, ou c'est en train de devenir complètement autre chose? C'est pas un média particulier, c'est un média juste complètement différent des autres médias qu'on avait avant. Qui se lance? La réponse la plus simple, c'est de dire que tout est texte, en fait. Et que même les images, en fait, aujourd'hui, on le voit notamment par des entre guillemets intelligences artificielles qui vont décrypter ou qui vont mettre en texte les images qu'elles voient, c'est-à-dire qu'elles vont attribuer un vocabulaire sur des images de manière à pouvoir les traiter, les comprendre, etc., etc. Et les processus cognitifs qui sont les nôtres et ceux qu'on installe dans les machines passent toujours par le texte. Donc même si c'est de l'image, de l'animation, du mouvement, etc., etc. Google et d'autres, par exemple, ont réussi à créer des vocabulaires qui permettent de tout décrire, en fait. Donc, à mon sens, en tout cas, tout passe par le texte encore. Très bien résumé. Alors, je suis d'accord avec vous, mais par contre, je pense que le web d'aujourd'hui, effectivement, c'est ça, mais le web du demain, c'est plutôt un web des ressources. Donc, peu importe quel type de ressources, ça peut être tout ce que tu as cité, Colin, et aussi des données. Et là, j'en profite pour parler du web des données. Donc, vous en avez pas parlé, mais pour moi, c'est très important au niveau recherche. Explique. Alors, le web traditionnel, donc tu l'as très bien expliqué, donc c'est des pages et des liens entre les pages. Le web des données, en fait, donne une sémantique au lien entre ne plus des pages, mais des ressources. Donc, ça fait un graphe énorme des ressources qui sont connectées par des propriétés. Et ces liens sont nommés. C'est des propriétés qui permettent de dire quelle est la relation entre les ressources. Actuellement, avec les web traditionnels, en fait, on sait qu'il y a un lien, donc un hyperlien entre une page et une autre, mais on ne sait pas pourquoi. Donc, ce web-là est fait pour l'humain. Et le web des données, pour moi, c'est fait plus pour les machines, pour pouvoir naviguer à travers toute cette masse d'informations. Je voulais commenter de manière un peu désordonnée, mais ta remarque sur l'aspect individuel, c'est vrai que comme on est quand même à un moment charnière aussi du web, c'est-à-dire qu'on peut avoir du recul sur ce qui s'est passé depuis 15 ans et on peut imaginer ce qui va se passer dans les 15 ans à venir, enfin on peut essayer d'imaginer le web que l'on désire. Du coup, ce qui est assez étonnant finalement, c'est qu'on avait parié sur un usage individuel. Et du coup, dans l'activité en tout cas que nous on mène auprès des médiathèques ou des maisons d'association, plus il y a de la technologie et de numérique, plus les gens ont besoin d'espace physique pour se rencontrer. Donc ça, c'est assez étonnant quand même qu'il y a quand même un endroit où finalement les échanges entre les internautes à l'oral devant un ordinateur en fait échappent à la toile aussi. Donc il y a quand même une construction collective via ces outils pourtant individualisés. Après, ce qu'on peut imaginer peut-être aussi, c'est qu'il peut y avoir une défiance finalement vis-à-vis des outils qu'il n'y a pas eu depuis 10 ans. Alors que là, on arrive justement sur des gros titres du Times qui dit les algorithmes font peur, Trump, etc. Du coup, ça peut avoir un impact sur les usages de gens. Donc, il y a des chercheurs bretons qui ont travaillé sur les non-internautes, qui sont une partie de la population qui refuse Internet. Donc, on peut avoir, par exemple, ce genre de perspective. Et puis après, dans les perspectives, il y a aussi la question des ressources techniques aussi, forcément, les ressources environnementales qui peuvent aussi imaginer. Donc, je sais que le W3C, il y a un axe de travail qui s'appelle le web sans Internet.
Donc, est l'idée d'échanger des pages web, mais pas sur le réseau internet, plutôt sur des micro-communautés localisées, etc. Donc, c'est vrai que c'est assez compliqué, je trouve, d'analyser le web actuellement sans avoir un avis sur ce qui s'est passé et ce qui peut se produire à terme. On a du mal à avoir juste un avis sur une année 2019 ou 2018. Alors justement, ouais, en termes de perspective d'évolution du web, on parlait de web des réseaux, web des données. Moi, je voudrais signaler une initiative très très intéressante, justement du fondateur du web, de Tim Berners-Lee, qui est le type qui a créé le web en 89, qui a libéré son invention qu'il a offert au domaine public en 93. Tim Berners-Lee est en train de travailler sur un projet en ce moment qui s'appelle Solid, qui est un projet qui vise justement, parce que son constat à lui, c'est de dire le web est devenu extrêmement centralisé. Toutes nos données, on crée tous énormément de données, mais toutes nos données sont stockées chez quelques grosses sociétés privées, ce qui pose un problème en termes de gouvernance et très probablement en termes de démocratie. Tim Berners-Lee dit on va réparer le web. Et il a lancé ce projet Solid qui consiste à continuer à avoir des réseaux sociaux type Facebook, Twitter ou autres, mais mes données à moi seraient non pas hébergées chez Facebook ou chez Twitter, mais chez moi en fait. Lui, il dit, moi je voulais faire un truc où chacun aurait son ordinateur dans sa cuisine, ça n'a pas marché. Eh bien, c'est pas grave, je vais faire une autre chose, un autre projet où chacun aura ses données qui seront interopérables par différents services, par Facebook, par Twitter, par qui veut. Et comme mes données seront hébergées chez moi, je pourrai les contrôler et je pourrai décider qui aura accès. Parce que quand même, ça c'est vraiment un gros problème aujourd'hui du web, c'est le fait que nos données, la plupart des données des citoyens, alors il y a des avancées qui sont l'RGPD, mais nos données ne sont pas aussi contrôlées qu'elles devraient l'être, et nos vies privées sont un petit peu dévoilées malheureusement. Alors, merci, un super teaser. Je veux pas trop parler de données parce que c'est ce dont on va parler jeudi. C'est-à-dire jeudi, c'est data, c'est données, et donc on va vraiment passer notre temps là-dessus. Je voudrais revenir sur juste ce côté où effectivement regarder la situation en instantané, c'est pas facile. Est-ce que, pour regarder en arrière, la question c'est est-ce que le web a une mémoire ? C'est-à-dire, est-ce que, alors on nous dit qu'on est capable de retrouver les pages web d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans, mais au bout d'un moment, vu la quantité de choses, est-ce que vraiment le web mémorise ? Qu'est-ce qu'il mémorise ? On mémorise une partie de ce qui s'est passé ? Je vais vous laisser parler sur les données. C'est vrai qu'il y a archive.org qui est censé un peu aspirer le web, mais quelques robots. En parlant d'Internet citoyen, moi je voulais plutôt parler de l'image que les gens ont projetée sur l'Internet à un moment donné. Donc, comment on a vu en fait le réseau à telle époque, comment on l'a imaginé, conçu. Donc c'est plutôt en quoi cet outil a servi ou desservi des projets collectifs de sociétés, de groupes, etc. Et après, en effet, en analysant les comportements, les données, etc., on peut imaginer aussi on peut se rendre compte qu'il y a des frontières sur Internet, alors qu'il n'y a pas de frontières forcément sur les contenus, par exemple. Non, je voulais rebondir par rapport au projet de Tim Berners-Lee et surtout à cette idée de la décentralisation du web. En fait, effectivement, on n'a pas réussi à que tout le monde puisse avoir, comme tu dis, dans sa cuisine, son serveur. Et ça, c'est du fait Monsieur tout le monde ne sait pas protéger correctement ses données, donc il n'y a pas les protocoles de sécurité qu'il faut pour qu'on puisse garantir la sécurité de nos données. Et donc dans son projet Solid, l'idée c'est ok, on va pas laisser tous nos données dans les grands groupes qui le gèrent comme ils veulent, plutôt dans un endroit auquel on va faire confiance, et ces réseaux sociaux, ces utilisateurs de données vont venir les requêter dans cet endroit auquel on fait confiance, et surtout cet endroit dans lequel on va mettre notre protection. Donc dans son projet qu'il a lancé en 2017, il me semble, donc il y avait trois défis. Donc le premier c'était comment avoir le contrôle sur nos données personnelles. Le deuxième c'était comment lutter contre la désinformation, et la troisième c'était aussi comment gérer la publicité politique. Donc à l'époque c'était voilà, je pense qu'il faut aller vers donner aux utilisateurs les moyens de protéger leurs données, la responsabilité. Un complément qui permettra en plus d'apporter des réponses aux deux questions, en fait, celle de la mémoire et celle
du projet. Donc Tim Berners-Lee a appelé ça Linked Data au début, donc le web de données. Alors j'adore Tim Berners-Lee, donc me faites pas dire le contraire dans quelques minutes, mais il faut pas perdre de vue l'idéologie qu'il y a derrière Linked Data. C'est-à-dire que le projet de Tim Berners-Lee avait évidemment un individu, une page, cache derrière le fait une certaine vision de l'humain qui pourrait être réduite à une somme de données. Et donc, le projet de Tim Berners-Lee est de dire, voilà, produisez un maximum de données pour vous, autour de vous, sur vos usages, votre vie, vos passions, etc., etc. Nous, on va faire en sorte que l'architecture va permettre de relier tout ça et de construire du sens. On va vous permettre, idéalement, dans un système décentralisé, que ces données-là, vous concernant, circulent à destination des gens qui vous intéressent, ou bien effectivement par l'entreprise d'entreprises dans des modèles économiques qui sont particuliers. Mais en tout cas, l'idée fondamentale derrière, c'est de réduire, c'est ce qu'on appelle une réduction ontologique. Alors le terme est un peu compliqué, puis en plus il a un double sens. Réduction ontologique, la première, c'est une définition de l'être, de ce qu'est l'étant. Donc c'est une question philosophique. Et puis il y a une question linguistique. Une ontologie, c'est la liste des attributs qui définissent une entité. Voilà tout ce qui fait un être humain, par exemple. Donc là, Tim Berners-Lee propose de construire des ontologies, que chacun soit l'auteur de sa propre ontologie pour définir ontologiquement qui il est. Donc ça va générer effectivement une somme phénoménale de données que le système économique et politique actuel n'arrive pas forcément à réguler. Et du coup, le contre-coup de ça, c'est qu'avec cette production de données, on va se retrouver avec des machines qui sont effectivement pas saturées, mais en tout cas pleines de données personnelles. Du coup, se pose la question de la mémoire en disant que deviennent ces données personnelles, toutes les productions, depuis les premiers blogs des années 90 par exemple, jusqu'à tous les posts, tweets, etc., qui ont été produits. Alors effectivement, il existe des outils qui collectent de manière très fragmentaire, comme archive.org par exemple, qu'on appelle la Wayback Machine, donc une machine qui permet de retourner un petit peu dans le passé. Il y a des sauvegardes de sécurité qui sont faites des serveurs, donc on peut retrouver par certains moyens effectivement des vieux fichiers sur le web, mais on se retrouve aujourd'hui, on a commencé un petit peu à réguler les choses par rapport à ça, on se retrouve aujourd'hui avec la crainte que des contenus qu'on aurait publiés, notamment dans notre jeunesse ou quelques années auparavant, quand on était un peu moins mature, on va dire, nous portent préjudice aujourd'hui. Et la réponse législative qui a été apportée à ça, et qui est contenue d'ailleurs dans le RGPD, mais qui avait déjà été initiée auparavant, à ce qu'on appelle trompeusement le droit à l'oubli, et qui en fait est un droit au déréférencement. Compris comme le droit à l'oubli, c'est-à-dire qu'effectivement, on va demander à se faire oublier sur les serveurs et à ce que ces fichiers disparaissent. Mais techniquement, c'est impossible parce qu'il y a une multiplication des sauvegardes, donc on est absolument incapable d'effacer un fichier parce qu'il est cloné quelque part ailleurs. Mais par contre, on peut demander aux opérateurs qui ont indexé de contenu, Google et puis les autres moteurs de recherche, ils sont tous soumis à la même contrainte là-dessus, de en tout cas supprimer le référencement, c'est-à-dire que si on tape une requête, on ne tombera jamais sur des contenus qui pourraient être préjudiciables. Donc dit autrement, il y a la possibilité de se souvenir de tout là-dessus, il y a quelques contraintes qui existent, mais il y a cette question ontologique qui est derrière, et l'un des attributs de l'humain, c'est qu'il a quand même une capacité à oublier. On le voit dans les chagrins ou on le voit comme dans les bonnes nouvelles, ça fait partie en tout cas du développement de l'humain et de l'humanité aussi d'apprendre à oublier. Or, cette machine-là ne nous permet pas d'oublier, ou très très peu. La question, donc du coup, je vais vous la retourner. Est-ce qu'on a vraiment le droit à l'oubli avec les événements qui se passent actuellement? On parle des anniversaires, des 60, 70 ans de la Shoah, etc. Là, le droit à l'oubli ne se pose pas. On se pose même pas la question. Il faut pas oublier. Est-ce que pour un individu, la question doit se poser? C'est la loi aujourd'hui.
Oui, après c'est là où on va retrouver effectivement le projet de Tim Berners-Lee, c'est-à-dire que c'est de la responsabilité des individus de choisir effectivement quelles sont les données qu'ils vont mettre en partage là-dessus. Donc c'est toujours la difficulté qu'on a sur cette opération comme sur une autre, à savoir de quel côté est-ce on va poser le curseur de la responsabilité. Soit c'est une responsabilité individuelle en disant faites attention à ce que vous regardez, à ce que vous déposez, soit c'est une responsabilité collective en disant c'est aux entreprises ou aux législateurs d'aller taper sur les doigts de ceux qui font pas attention à ce qu'ils expriment sur le web. Le débat est pas tranché. En fait, juste pour compléter, je pense que les personnes, les humains, on n'est pas juste des producteurs des données. On doit aussi gérer, contrôler la visibilité de nos données, la pérennité de nos données. Oui, alors juste pour contrôler, pas contrôler. Non, je fais partie d'une association. Hein, je suis pas dans une grosse firme. Non, juste pour compléter sur le droit à l'oubli. En fait, c'est pour répondre à votre question. Est-ce qu'on a le droit d'oublier? Est-ce qu'on a le droit d'oublier? En fait, il y a une loi. C'est le droit à l'oubli. C'est une loi européenne qui dit que moi, si j'étais syndicaliste il y a 10 ans et qu'aujourd'hui ça me porte préjudice parce qu'on voit plein d'articles sur moi comme quoi j'étais syndicaliste, que je retrouve plus de travail, j'ai le droit de demander à des moteurs de recherche, dont Google, de déréférencer les articles me concernant. Parce que le premier procédé, c'était d'aller demander au site internet qui hébergeait les articles de les déréférencer. Mais ça ne fonctionnait pas parce que les gens n'avaient jamais le temps, etc. Par contre, il y a quand même des limites parce que vous parliez de la Shoah, etc. Non, ça on ne peut pas oublier. Et notamment sur le droit à l'oubli, il y a des limites. Si je suis un homme politique, je ne peux pas demander à un moteur de recherche, si je suis un personnage public, de déréférencer des choses me concernant. C'est tout à fait normal. C'est-à-dire que c'est fait non pas pour favoriser l'oubli, c'est fait pour protéger les individus. Après, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, ça pose question. Est-ce que si demain je fais quelque chose, est-ce que j'ai le droit de ne pas assumer? Mais c'est même pas assumer. Le problème, c'est qu'Internet n'oublie pas. Donc c'est ça le souci. Ah, je crois que là, il y a le truc intéressant, c'est la différence entre oublier et désindexer ou déréférencer. Et que dans notre esprit, oublier, on a l'impression de savoir ce que ça veut dire. C'est je passe un coup d'éponge. Et en fait, c'est pas ça du tout. D'accord? C'est un autre mécanisme informatique clair qui est celui de dire que si jamais on te pose la question, tu n'as pas le droit de donner la réponse. Ce qui est pas du tout la même chose que d'oublier. Voilà. Ok. Bon, alors donc ça c'était bien, c'est des questions intéressantes. J'avais une question. On a eu un peu plus technique encore une fois. On a eu un des webinaires sur l'internet des objets. Donc tout à l'heure on a eu des URL. Est-ce qu'on peut nous faire la différence entre les URL et les URI? Et est-ce que donc finalement par rapport à ça, sur le web, est-ce que finalement les objets vont apparaître à l'intérieur du web ou est-ce que ça va être deux choses complètement différentes? Donc est-ce que les URI et les URL c'est finalement la même chose. Et la deuxième chose, c'est à quel moment est-ce que l'Internet des objets et l'Internet des pages, donc le web, vont se retrouver ensemble ou au contraire, ce sont vraiment deux choses différentes? Alors, juste un petit point d'histoire par rapport à ça, c'est-à-dire que il y a effectivement deux standards différents qui coexistent aujourd'hui, qui sont URL et URI, c'est compliqué, qui ont fusionné par la suite, mais historiquement, en fait, Tim Berners-Lee a écrit le protocole URL, parce que le consortium qui était chargé d'écrire le protocole URI avait pas fini son document. Et lui en avait besoin pour pouvoir sortir le protocole HTTP, donc il a créé le protocole URL. Aujourd'hui, on considère que les URL sont une sous-catégorie de la grande famille des URI et que à l'intérieur de ces URI, on va avoir effectivement des adresses de documents ou des adresses d'objets aussi. C'est un autre adressage que les adresses IP par exemple. Non, c'est vrai qu'après on peut pas oublier le fait que l'évolution des pratiques fait que l'ordinateur est un petit peu remplacé par le téléphone portable et du coup on a des pages web qui nous suivent partout. Internet nous suit partout. Et du coup, les objets connectés aussi, etc. Donc on est quand même sur un autre dispositif. Encore une fois, je reviens à l'internet citoyen où il y avait à cette époque-là le label Ville Internet. Donc il y avait le label Village Fleuri quand tu avais plein de fleurs et Ville Internet c'est quand tu étais connecté. Donc ça revient à la question peut-être faudrait faire une spéciale surveillance. Dans le cadre après je parle aux enseignants qui sont en face de nous, est-ce qu'ils ont un espace peut-être pour parler de citoyenneté? Donc ça peut être aussi à ce moment-là où on évoque un peu ces questions-là.
Moi, je trouve qu'on finalement là on parle beaucoup des usages ludiques un peu sur les pages comme Facebook et Google, ce sont deux beaux sites rouge et bleu. Mais en 2022, toutes les démarches administratives devront se faire en ligne et donc du coup ne seront plus citoyens ceux qui font plus de démarches en ligne, vraiment citoyens au sens je veux dire de la République et pas citoyens au sens je participe à la cité. Donc du coup, ça pose d'autres questions qui sont les questions qui vont arriver sur la question des données privées plutôt et qui seront importantes au point de vue de ce point de vue-là. Ce qui répond pas du tout à la question des URI et du URL, je sais. Ok, alors si vous voulez pas parler du URL et du URI, je veux parler d'autre chose, des informations, qui a été dit tout à l'heure. Alors où est-ce qu'on en est là-dessus? Parce qu'effectivement, il y a eu un moment où on semblait savoir, il suffisait de regarder s'il y avait un S ou pas un S. J'ai vu ça dans des manuels pour les enfants, si t'as un S, t'es en sécurité, si t'as pas de S, ça c'est très suspect. C'est quand même beaucoup plus compliqué que ça. Est-ce que par rapport à, donc tu viens de dire d'ailleurs que c'était un des objectifs de Tim Berners-Lee était justement de chercher à gérer cette question-là. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'un prof de seconde peut commencer à expliquer des choses à ses élèves pour trouver des réponses concernant l'information et la désinformation? Alors, je suis pas spécialiste là-dessus. Je sais pas si quelqu'un ici, sinon la seule chose que je peux dire, c'est que en fait, pour pouvoir identifier une information vraie d'une désinformation, on peut essayer d'acquérir les bons réflexes, les bonnes pratiques. Donc, je sais par exemple qu'il peut y avoir un passeport du web pour les élèves à l'école élémentaire, dans lesquels on va leur dire, on peut faire confiance à ce qui est dit Wikipédia, d'accord, à des sites qu'on connaît. On va faire moins confiance à d'autres sites, les journaux connus, etc. On pourrait leur faire confiance, quoique quand ils font pas leur travail correctement, qu'ils vont copier d'ailleurs. Donc voilà. Je pense qu'il peut y avoir des bonnes pratiques. Après, il y a des algorithmes effectivement très très intéressants qui vont essayer de décrypter et d'aller vérifier à la place de l'humain aussi. Mais de manière plus précise, je ne sais pas. J'attrape le micro au passage. Non, alors c'est très intéressant parce que pour moi c'est absolument pas un sujet technique. Information, désinformation, c'est pas parce qu'il y a un S que c'est sécurisé, pas sécurisé. Enfin, et en plus, comme j'imagine le public de ce webinaire, ce sont des professeurs, à mon avis. Enfin, c'est exactement leur cœur de métier pour apprendre, pour reconnaître une information vraie d'une fausse information. Alors c'est vrai que déjà c'est pas un problème nouveau. Internet c'est juste une caisse de résonance qui fait le web que tout va beaucoup plus vite. Donc en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de collégiens, lycéens qui ne regardent plus le journal télé, qui ne lisent pas de journaux, mais qui s'informent sur Facebook, sur Insta, sur Snapchat, etc., etc. Et là-dessus, il y a beaucoup de choses qui circulent. Mais il y a aussi des médias sur Insta, sur Snapchat. Et le seul, à mon sens, le seul remède pour déceler une fausse information, c'est le sens critique. Et où est-ce qu'on apprend le sens critique? C'est à l'école. Il y a plein de projets d'algo qui disent on va créer un algorithme qui va faire le tri entre les bonnes informations et les mauvaises informations. Alors déjà, ça c'est à mon sens extrêmement dangereux parce que les signes machines, choisir quelle information est juste, quelle information est fausse, c'est un vrai problème. Et par ailleurs, c'est jamais une machine qui choisit. L'intelligence artificielle, ça n'existe pas en tant que tel. Ce sont des gens qui développent des algorithmes, qui les développent avec leur propre biais. Donc en fait, on serait soumis au biais de quelqu'un qui aurait développé un algorithme d'intelligence artificielle. Voilà, j'ai entendu un long soupir. Pardon. En fait, le problème, c'est que si on laisse à monsieur tout le monde d'essayer de savoir si telle information est vraie ou pas, il va répondre par rapport à ce que lui, il espère entendre ou lire. Donc, quand il y a eu les élections, voilà, malheureuses qu'on connaît, en fait, par Facebook. Celle de Macron ou celle de Trump? Non. De Trump. Donc en fait, on donne aux gens l'information qu'ils souhaitent entendre et on les manipule à partir de ça. Donc il y avait des milliers des fake news, d'accord, et tout le monde, enfin chaque personne croyait dans ces fake news parce que ça lui correspondait. On pourrait parler de la toxicité des plateformes. Mais après, l'éducation aux médias, c'est vrai que ça existe depuis très longtemps. Donc, faire aux jeunes une émission de radio où ils font eux-mêmes le montage, ils font l'émission, ils diffusent l'émission. On comprend bien les ficelles un petit peu de
l'information. Pareil, faire un plateau télé, après faire le montage, couper mes interventions, par exemple, là, si c'est pas en direct. Enfin, on sait ce que c'est. Donc, à mon avis, on pourrait faire monter un serveur web dans un collège en utilisant Chaton de Framasoft, faire un blog, publier de l'information. Et du coup, je pense que c'est la pratique qui va permettre d'avoir un regard critique. Et la culture numérique, la culture du web notamment, est basée sur la pratique. Et du coup, en effet, ça repose la question de l'expert et de l'expertise. Et du coup, du point de vue de l'information, c'est qui sont les experts de l'information? Est-ce que c'est les journalistes, les grands médias? Du coup, ça repose la question qui pilote les grands médias, etc., etc. Donc c'est passionnant. Vivement les cours au collège. Ouais, effectivement. Moi, ce que je pourrais ajouter là-dessus, c'est comme je suis amené à travailler avec beaucoup d'éditeurs et notamment des journalistes, enfin des éditeurs de presse, les informations sont souvent tape à l'œil et on a pu cette information informationnelle comme on pourrait l'avoir, comme on l'avait avant, et on est plus dans le sensationnel, etc. Ce qui fait que du coup, les utilisateurs lambda, ils sont moins susceptibles à aller chercher la critique. Et c'est ça qui est dédommageable pour les utilisateurs. Comment décerner du vrai du faux, en fait. Ils n'y arrivent plus. Il y a trop d'informations qui viennent de toutes parts. Souvent, quand ils sont sur des réseaux sociaux, ils sont sur des bulles fermées avec des gens qui sont, on va dire, de la même classe politique ou qui pensent comme eux, en fait. Et donc, tout de suite, ça fait caisse de résonance et ils ont du mal à discerner ça, quoi. Enfin oui et non, en même temps, dans le cadre de rencontres nationales qu'on avait organisées, là, on avait fait venir Dominique Pasquier, qui est une sociologue qui a travaillé qui a sorti un livre qui s'appelle L'Internet des familles modestes, et qui est une analyse sociologique justement des usages numériques et qui prend un peu à contre-pied par exemple en disant que les gens qui regardent le 20h dans leur cuisine en mettant la télé à fond, ils sont pas dupes sur les informations. En fait, il y a aussi vachement de regard critique inhérent aux pratiques numériques qui serait pas celle de la statistique qui nous donne le temps de connexion au journal de 20h à tel moment par tant de personnes. Donc il y a aussi toujours un petit peu cette voilà, c'est compris. Ouais, je pense qu'effectivement il y a alors sans être trop candide par rapport à ça, mais on peut quand même accorder une certaine confiance aux individus sur leur capacité réflexive et leur esprit critique. Les fake news, ça a été démonté complètement par la suite, n'ont eu des effets très marginaux en fait sur les élections, parce que les individus sont pas soumis à un seul canal d'information qui serait Facebook, même si on peut le croire dominant dans les pratiques. Il y a les conversations de tous les jours, il y a ce qu'on voit à la télé, qu'on lit dans les magazines, ce qu'on entend dans la rue, etc., etc. Et la fabrique de l'opinion des individus est extrêmement complexe là-dessus. Donc on peut pas faire porter uniquement le chapeau à un acteur médiatique ou économique par exemple, ou à un procédé qui serait celui des fake news, et pas croire que les actions de manipulation ou d'influence sont aussi évidentes et aussi efficaces que ça. Cela étant, effectivement, je pense que le passage par la pratique est intéressant. Moi, j'avais parlé de boîte noire, par exemple, tout à l'heure dans la présentation. On a parlé de biais aussi. On a parlé de bulles de filtre également. Je pense que ces choses-là existent depuis que l'homme est homme, on va dire. C'est-à-dire qu'on est pétri de biais cognitifs, de biais émotionnels, de biais relationnels, informationnels, etc., etc. Et que on sait pertinemment qu'effectivement l'objectivité n'existe pas en tant que telle, que systématiquement il y a des partis pris, il y a des opinions, et que même si on professionnalise notre pratique en tant que journaliste, par exemple, ou en tant que juriste, ou peu importe, on sera quand même toujours à un moment ou un autre teinté par des biais, par une histoire, par l'humeur du moment, etc., etc. Les individus ont quand même relativement conscience de ça, mais on est là face à des mécanismes qui sont particuliers sur le web, et c'est pour ça que j'invitais, c'est ce qui est réalisé dans des ateliers de pratique là-dessus, à ouvrir les boîtes noires, c'est-à-dire que comment ça fonctionne véritablement un site web. Au-delà de ça, on pourrait, et il y a un appel qui est fait dans ce sens-là, à ce qu'on ouvre la boîte noire des algorithmes des grandes entreprises comme Google, Facebook, Amazon, etc., etc. Cela étant, il y a aussi un équilibre à avoir par rapport à ça, c'est-à-dire que il y a une dimension commode et très pratique dans ces outils. S'ils ont ce succès-là, c'est qu'ils répondent à des attentes. Si Facebook a 2 milliards d'utilisateurs, si Amazon trust aujourd'hui le commerce, si Google a effectivement une mainmise sur de nombreuses fonctionnalités, c'est que ces outils sont commodes et qui répondent à des pratiques. Alors il y a des biais évidemment derrière, notamment d'un point de vue monopolistique, mais en tout cas leur demander d'ouvrir complètement la boîte noire est quelque chose qui est
irréaliste dans la mesure où on est aussi dans un modèle économique particulier qui est le nôtre actuellement et qui notamment va accorder une certaine confidentialité au secret des affaires ou au brevet, par exemple. Donc il y a des choses qui sont transparentes, il y a des choses qu'on ne peut pas rendre transparentes parce qu'effectivement, ouvrir un peu trop les boîtes noires serait aussi donner des billes à des pirates ou à des gens qui seraient mal intentionnés. Donc on a besoin d'avoir une certaine forme d'opacité dans les pratiques qui sont les nôtres. On a besoin d'ouvrir aussi à côté de ça et de faire attention à cette opacité parce que si on cherche à trop cacher, alors c'est le slogan de l'association Nothing to Hide, est-ce que effectivement ironique. Oui, mais je l'entendais bien dans ce sens-là. Mais est-ce que effectivement les entreprises ont quelque chose à cacher? Elles doivent cacher quelque chose. Reste effectivement à définir dans quelle mesure on peut avoir accès à ces algorithmes ou à la machinerie ou à la cuisine interne de ces entreprises-là. Ce secret a aussi fait leur réussite quelque part. Ça a aussi fait en sorte que on est aujourd'hui sur des outils qu'on utilise au quotidien, donc qui apportent une forme de satisfaction là-dessus. Il y a des effets de bord et des effets de réseau qu'il faut effectivement apprendre à identifier, en partie en passant par la pratique, à mon avis, en partie en passant par l'éducation aux médias, comme ce qu'on fait ici, en passant par de la législation et effectivement aussi par une forme de responsabilité des entreprises par rapport à ça. On parle aussi beaucoup de responsabilité sociétale des entreprises. Alors sur des questions de parité ou d'empreinte carbone, etc., il relève là aussi de la responsabilité sociétale des plateformes de dire un peu plus explicitement comment elles fonctionnent et qu'est-ce qu'elles font dans le traitement des données. Ok, alors je crois qu'il y a deux personnes qui doivent partir, et donc je vais leur laisser soit partir, soit s'ils ont envie de dire le mot de la fin, leur mot de la fin. Et nous, on restera encore 5 minutes éventuellement pour juste débriefer. Oui, alors juste pour continuer sur pour le mot de la fin. Alors pour ma part, le mot de ma fin. On parle beaucoup de web et il y a un chercheur, il y a un blogueur extrêmement intéressant qui est chercheur à l'université de La Rochelle, donc pas très loin d'ici, qui s'appelle Olivier Arched, pardon, La Roche-sur-Yon, pardon, qui a publié une tribune qui est toujours d'actualité, tribune en 2012, qui justement expliquait que plutôt que d'apprendre la technique à l'école, c'est intéressant de savoir comment fonctionne le web, les protocoles, tout ça, c'est bien. Mais lui, il disait, ce qu'il faut, c'est parce qu'on a toujours l'impression que les étudiants, les jeunes sont nés avec un téléphone dans la main. En fait, c'est complètement faux. Ce sont des consommateurs pour l'instant. Et en fait, lui, il dit, il faut apprendre l'acte de publication. Il faut organiser des ateliers pour publier sur Wikipédia, pour publier sur un blog, etc. Et lui, il explique que c'est vraiment quelque chose qui a son sens, et moi je partage cet avis-là, qui est quelque chose qui va permettre de comprendre comment fonctionne la mécanique du web pour publier des articles et qui permettra à ces gens-là, à ces futurs utilisateurs du web, futurs citoyens, de savoir comment fonctionnera un service dans 10 ans, même si Wikipédia ou Facebook disparaît. C'est lui ce qu'il dit, c'est apprendre le geste et l'acte de publication. Pendant que tu tiens sur le micro, chiche pour les profs de seconde, faites écrire des articles de Wikipédia par vos élèves. Et on avait organisé aussi la fin de l'Internet avec le même chercheur hein, qui avait fait une conférence sur la grève des internautes. Donc je pense pas que ce sera ça la fin de l'Internet. Mais on fait des ateliers avec les étudiants où on leur montre Flickr par exemple. Donc, et en fait c'est vrai que dans les échanges qu'on peut avoir avec eux, ils sont persuadés qu'on est face à une abondance numérique permanente. Et c'est vrai que c'est la question du temps qui est importante et de montrer qu'il y a une histoire, qu'à un moment donné, en 1995, il y avait que 623 sites internet, qu'en ce moment, il y en a 250 millions, mais qu'il n'y en a que 2 qui sont utilisés, qu'à une époque, il n'y avait pas de moteur de recherche, on apprenait exactement l'URL. Et vis-à-vis de la pérennité, de l'archivage et du numérique, ça, je sais que c'est un truc qui marche direct, c'est que du coup, les étudiants nous disent, mais si toutes mes photos partaient, tous mes projets d'étudiants, voilà, en fait, c'est un service qui s'arrête et du coup, ça pose la question du logiciel libre et du coup, on leur explique, oui, Internet, c'est basé sur le logiciel libre, Linux aussi, et s'il n'y avait pas eu ça, il n'y aurait pas de protocole, il n'y aurait pas de machine et du coup, on leur parle de recettes de cuisine, etc., etc. Bon, on connaissait un peu l'AIUS, mais je pense que la bataille du libre est gagnée, quoi. Donc, ça, c'est plutôt un bon signe. Je ne sais pas si la bataille du libre est gagnée. Tu citais l'exemple de Flickr, donc qui par une succession de rachats aujourd'hui est passé sur le modèle du payant et soit on supprime toutes les photos, soit si on veut avoir accès à la mémoire photographique individuelle ou collective, on est obligé d'en passer par le modèle payant en tout cas.
Je voulais parler et dire que je suis tout à fait d'accord avec l'idéologie de ces blogueurs. En fait, je pense que pour nos jeunes élèves, il faut surtout effectivement se focaliser sur leur apprendre, peut-être pas à publier, je vais bien plutôt dire à contrôler leurs données. Donc, on est en train de produire énormément de données, dans tous les aspects de notre vie, personnelle, professionnelle, etc. Et donc, il faut qu'à chaque fois qu'on produit et qu'on souhaite partager des données, il faut le faire avec une licence bien particulière. Il faut dire quelles sont les conditions de réutilisation de nos données. Ça, c'est une pratique. Il reste encore énormément de choses à faire de ces côtés-là. Il ne faut pas faire confiance uniquement à la manière comment les réseaux sociaux sont organisés avec leur politique de confidentialité. Il faut être critique et essayer de tuner, de configurer, voilà, d'être acteur dans le contrôle de nos données. Et tout sur les données dans 2 jours lors du webinaire. Peut-être juste pour le mot de la fin, on parlait de ce que c'était que l'Internet du début. Dans 10 ans, ça va être quoi? On va où? C'est-à-dire effectivement juste plus de sites, différents médias, des supports différents. C'est juste pas possible de deviner. Vous avez des idées à Google quand même. Oui, on a des idées. Vous en avez pu en voir beaucoup en ce moment, l'assistant. Tout ce qui est justement la vie assistée entre guillemets, avec de l'aide à la conduite, de l'aide pour faire la cuisine, de l'aide à la recherche. Tout ça, c'est des sujets qui tiennent à cœur les fondateurs, hein, Larguy et Sergueï. Donc Google est là pour. Là, je tiens aussi à le rappeler parce que le message n'est pas souvent dit. A été créé dans le but d'organiser l'information et la mettre à disposition de tout le monde. Ok. Google a réussi, certes, à mettre un moteur de recherche, etc. En fait, on a créé un gros dictionnaire. Ça aurait pu très bien être Larousse qui aurait pu créer ce dictionnaire. Non, il a fallu que ce soit Google qui ait créé le dictionnaire. Donc ouais, dans 10 ans, je pense que tout ce qui est notamment les objets connectés, les Internet of Things, ça va se développer. Tout ce qui est robotique, domotisation, on en parlait déjà il y a 15 ans. Je me souviens des projets chez EDF, etc. Qui commençaient déjà à tabler là-dessus. J'ai travaillé chez un téléopérateur et ils étaient aussi dessus sur la domotique. Donc l'avenir, ouais, c'est la domotique, l'assistanat, entre guillemets, même si c'est péjoratif comme terme. On en a besoin de pouvoir en fait avoir notre assistant personnel. Dire voilà, il faut ça pour faire les courses, il faut ça pour n'oublie pas d'aller chercher les enfants à telle et telle heure, parce que à un moment donné on a tellement d'infos notre cerveau n'y arriverait pas. Donc voilà. Bien. Les autres? Alors, ouais, le mot de la fin sur à quoi ressemblera Internet dans les 10 ans qui viennent. On a aussi cette formulation aujourd'hui de parler des Internet ou des web. En fait, c'est-à-dire qu'il y aurait le web occidental, il y a le web russe, il y a le web chinois par exemple, il y a le web des données, des documents, des machines. On parle effectivement aussi d'un web sans interface, tel qu'on les connaît aujourd'hui avec les navigateurs, effectivement sur l'assistant vocal. Un web qui serait à la fois encore plus centralisé. Alors, impossible de prédire si Google et Facebook seront encore là dans 10 ans. On voit les turbulences que traverse Facebook, par exemple, aujourd'hui. Et on était loin d'imaginer la croissance de Google ou de Facebook quand ces entreprises sont nées. Donc, dans 10 ans, qu'est-ce que ça deviendra? Il y a la possibilité de loi antitrust, par exemple, sur Google, qui pourrait très bien s'appliquer à un moment ou à un autre. Donc, on va rester, puisque c'est le modèle économique qui veut ça, sur effectivement une mainmise sur un groupe de 4 ou 5 grosses entreprises qui auront une posture assez centralisatrice. On va avoir effectivement, non pas une victoire du libre, mais une
aussi une diffusion de cette idéologie et de ces pratiques. Donc on aura un web décentralisé, on aura un web centralisé, on aura un web avec interface ou sans interface, on aura un web localisé, chinois, russe, européen, américain, etc., etc. Donc c'est plus une multiplicité de web qui vont coexister. L'essentiel étant effectivement de garder à l'esprit que ce soit le projet de Tim Berners-Lee ou que ce soit celui de Larry Page et Sergey Brin, on est effectivement, et quelque part Mark Zuckerberg aussi a cette volonté-là, en tout cas de créer de l'interconnexion entre les documents, entre les individus, etc., etc. Donc l'essentiel étant que même si on est sur une multiplicité, et quelque part, c'est intéressant aussi d'être sur du multiple plutôt que sur quelque chose qui serait complètement homogène, aux mains soit des libristes, soit des centralisateurs. Donc chacun trouvera son compte dans cette multiplicité du web. Juste le mot de la fin par rapport à ça, c'est que on peut faire confiance aux individus pour effectivement trouver, par rapport aux offres qui leur sont faites, un moyen d'avoir une pratique du web qui les satisfasse quelque part. On peut également quelque part faire confiance aux entreprises. Elles nous ont fourni des outils qui fonctionnent bien aujourd'hui. Moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est non pas qu'on pense la malveillance ou l'ignorance des individus, mais c'est plus la maladresse des uns et des autres. C'est-à-dire qu'on est sur des objets qui sont, l'air de rien, très complexes, y compris du côté des grosses entreprises comme Google et Facebook. On sait la difficulté qu'ils ont parfois à maîtriser les organisations qui sont constituées. Donc c'est plus de la maladresse, à mon sens, que de la malveillance aujourd'hui, qui fait qu'on est sur ces frottements avec ces organisations-là, avec les États, avec les individus, etc., etc. Je suis pas tout à fait d'accord, mais bon. Non, je pense qu'il y a des intérêts économiques très forts aussi. Oui, avec ma vision des chercheurs, effectivement. Non, je pense qu'effectivement, un web, des web, effectivement, plein de web, ça par contre, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Dans lesquels il faut encore une fois, les individus apprennent à gérer, à contrôler leurs données. Finalement, c'est les individus qui produisent la plupart des données et il faut qu'on apprenne à les contrôler. Très bien. Écoutez, merci à vous, merci aux deux qui sont partis, merci à ceux qui nous ont écoutés et puis on se retrouve donc dans 2 jours pour les données structurées et leur traitement. Ce sera le 7e épisode de notre webinaire. Bonsoir. Merci.